et bienvenue sur Europe 1 dans cette émission qui est la vôtre et où vous pouvez parler de tout ce qui fait votre vie. Vous le savez, aucun sujet n'est imposé ni défini à l'avance. C'est vous qui chaque soir, selon votre état d'esprit et vos préoccupations du moment, définissez le contenu de l'émission en appelant le 39 21 où vous serez accueillis par Clémence et Quentin avec la complicité de Philippe Chartier qui est aux manettes. Et si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous avez envie de partager avec nous votre expérience ou d'apporter votre soutien, vous pouvez nous rejoindre bien sûr au 39 21. Vous pouvez également nous écrire sur le site dublanche.europe1.fr ou nous envoyer un message au 7 21 21 code nuit 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors j'ai reçu beaucoup de courriels, de réactions au témoignage de Sophie qui nous parlait hier de son petit garçon de 10 ans qui souffrait d'énurésie diurne et nocturne. Et c'est un témoignage qui vous a fait beaucoup réagir, à ma grande surprise, je dois le reconnaître. Donc je vais vous lire quelques courriels, pardon à ceux que je n'ai pas retenus parce qu'ils ont vraiment été très nombreux. Alors il y a Benjamin qui dit pour ce petit, il faut faire attention de ne pas le culpabiliser et de le rabaisser lorsqu'il fait pipi au lit, ça pourrait risquer de lui faire perdre confiance en lui. Il y a Coco des Charentes, je crois, qui dit « J'ai aussi souffert d'énurésie jusqu'à environ 9 ans, ainsi que mon petit cousin. Notre point commun est que nous avions et avons toujours un sommeil très très profond. Est-ce la cause ? Ça a fini par passer tout seul, mais ce n'était qu'une énurésie nocturne. » Chloé nous dit, contrairement à Christophe, c'était un auditeur qui avait également eu ce problème-là et qui disait pas besoin de suivi, de psy. Moi, ça c'est passé tout seul. Donc Chloé dit, mon fils qui a 9 ans est demandeur de trouver une solution médicale. Il manque de confiance en lui. Il a subi les railleries de ses camarades. Il est suivi au CMPP par un psychologue et par un neurologue pédiatrique à Paris. Pour l'instant, il n'y a pas encore de résultat car il vient de commencer. Mais de se voir pris en charge lui fait du bien. Il explique même fièrement à ses camarades ce qu'il va faire à l'hôpital. Karina nous dit, j'ai 64 ans, j'ai fait pipi au lit jusqu'à 17 ans. Il y avait une de mes sœurs qui a aussi fait jusqu'à 17 ans. Mon fils aîné a fait jusqu'à 14 ans. J'en ai été terriblement malheureuse, d'autant que mes parents étaient très durs par rapport à cela. Privation de boire, humiliation, etc. Ensuite, j'ai eu une nièce qui a également eu ce problème. J'ai fait une sorte de petite psychothérapie avec elle et ça a marché. Pour moi et mon fils, c'est passé tout seul, mais tardivement. Claude nous dit, j'ai fait pipi au lit jusqu'à très tard, 10-11 ans. J'étais un enfant plutôt sage, pas turbulent, un peu anxieux et sensible. Ma mère m'a envoyé voir médecin, acupuncteur, magnétiseur. Mais ce qui m'a permis d'arrêter, c'est un séjour en vacances avec mon oncle, ma tante, mes cousins et mes cousines. J'ai passé mes nuits à me retenir et à traverser la maison dans le noir pour aller aux toilettes. Je n'ai pas réussi tout de suite, mais à la fin du séjour, tout était réglé. Plus de pipi au lit. Je me rappelle, j'avais tellement honte quand ma tante changeait mes draps devant les autres enfants plus jeunes que moi. Bon courage à Sophie et à son fils. Et puis Sophie nous dit, le yoga pour enfants est une bonne solution pour apaiser des tensions. Mon fils de 11 ans était très anxieux et maintenant il arrive à prendre de la distance. Stéphane nous dit, j'ai 32 ans, j'ai fait pipi au lit jusqu'à 20 ans. Une autre Sophie dit, mon fils a fait pipi jusqu'à l'âge de 13 ans, ça ne l'a pas empêché de faire des études brillantes. Effectivement, Polytechnique, Centrale, un mariage heureux, 3 enfants de 5, 4 et 2 ans, tous les 3 propres. Et elle, Sophie s'était levée pour envoyer cet email. Elle dit, je retourne au lit. C'était hier soir, ça. On l'a reçu en fin d'émission. Je pensais d'ailleurs par rapport à ce que nous disait Sophie de son petit garçon, qui était un enfant très
qui aimait beaucoup la lecture, qui réfléchissait beaucoup, mais qui était un peu coupé de son corps. Après tout, c'est pas obligé parce que c'est un garçon qu'il pratique à tout près une activité physique et de faire du sport. C'est vrai que ça m'est venu après l'émission. Il y a des réflexions comme ça qui me viennent après. Je me disais pourquoi pas le théâtre pour cet enfant, puisque le théâtre amène à lire. Il faut lire des pièces, puisqu'il aime beaucoup cela. Et puis quand on est sur une scène, il faut également habiter son corps. Donc il pourrait avoir du plaisir à faire cela. Il y a aussi des activités artistiques telles que la musique, telles que la peinture, telles que la sculpture. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses après tout que le sport. Mais je pensais que le théâtre, par rapport à ce que nous disait Sophie de son petit garçon, pouvait être une activité à lui proposer, à essayer. Bonsoir Mina. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je vous en prie. Parce que là, ça fait un moment que j'avais envie de vous appeler. Et là, je viens rechercher des solutions, une explication déjà à ce que je vis. Oui, parce que vous vivez une situation que vous n'arrivez pas tellement à comprendre et qui dure depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Alors, je ne comprends pas bien parce que il y a 3 ans, j'étais partie en voyage. Donc, et pendant mon voyage, je téléphonais souvent à la maison, pour les enfants, donc surtout ma petite qui était en seconde, pour avoir des nouvelles si tout allait bien. Et puis un jour, elle m'a dit, papa a pris un appartement et il vient plus à la maison. Alors j'ai dit, ah bon? Puis après, je suis rentrée, donc et il est venu me chercher à l'aéroport, il m'a ramenée, et puis le soir, il est parti. Bon, je pensais qu'il allait se faire un tour, et il n'est pas rentré du tout jusqu'au lendemain midi. Et 3 jours de suite, comme ça, alors je lui ai demandé ce qui se passait, qu'est-ce qui n'allait pas. Il m'a dit, j'en ai assez de vivre dans une maison où j'ai pas je suis pas aimée, je sens pas d'affection, quoi. Il n'y a pas d'affection, il n'y a rien. Et puis les enfants m'énervent. Bon, ça dure 2 semaines, 3 semaines. Et là, je dis, tu as quelqu'un, parce que c'est pas possible. Il s'est mis à rire et il m'a dit, oui, j'ai quelqu'un, je m'entends bien avec, c'est pas comme avec toi. Mais là, il vient toujours à midi et je ne comprends pas. Il vient après son travail manger et il vient se détendre vers 4 heures. Et puis le soir, je ne vois plus personne. Et ça dure depuis 3 ans. Il vient tailler la haie, il vient tondre la pelouse, il vient bricoler quand il a envie et il repart chaque fois. Il vient déjeuner tous les midis. Tous les midis, oui. Et il entretient sa maison, enfin votre maison. Enfin, il entretient l'extérieur. Oui. Vous entretenez l'intérieur. Moi, l'intérieur, il y a la peinture à faire, il ne le fait pas. Ça fait un moment qu'il faut rafraîchir un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Pour lui, c'est que Non, mais pour vous aussi. Enfin, quelle est votre actuellement? Quelle relation avez-vous? Rien, parce que c'est un silence total. Il arrive, bonjour, bonjour, et quand il part, il n'y a pas de au revoir. On voit seulement disparaître, c'est tout. Et vous déjeunez ensemble? Au début, oui. Après, je me suis trouvée, parce que là, ça n'allait pas du tout. Je me suis trouvée un petit boulot, un petit job, parce que j'ai quitté mon travail pour l'aider dans le sien. Et je travaillais avec lui, donc j'ai tout abandonné. Je ne supportais plus. Alors, je me suis trouvé un petit job dans une cantine scolaire, un petit peu pour sortir. Alors, je déjeune pas avec lui les jours où je travaille. Donc,
Mais il est là, quoi. Mais je suis là aussi. Enfin, je suis pas là, mais il vient manger. J'ai des enfants à la maison. C'est-à-dire qu'il vient manger ce que vous lui avez préparé? Mais c'est pas pour lui que je peux pas pour les enfants que j'ai à la maison. D'accord, vous préparez pour les enfants, mais lui mange ce qu'il y a. Ah ben il vient servir comme s'il est là, comme s'il est toujours à la maison et il se comporte comme il vit toujours là. Et vous n'avez pas d'explication à ce sujet avec lui? Bah l'explication c'est qu'il m'a dit qu'il n'avait pas d'affection. Et vous, que ressentez-vous pour lui? Moi petit à petit, bon ben ça dit qu'il m'a tellement cassé les pieds. C'est le cas de le dire, parce que il avait un caractère un petit peu bizarre, enfin un peu difficile. Il s'énervait pour un rien, il n'y avait pas de remerciement, ni de petite... enfin, je sais pas quoi, oh, t'es jolie aujourd'hui, il n'y avait pas de compliments, il n'y avait rien, donc moi aussi, bon... Petit à petit, il n'y avait plus... Je n'en recevais pas d'affection, donc je ne pouvais pas en donner. Hein. Et vous êtes mariée depuis combien de temps? Oh, depuis 82, non, c'est vieux. Hein, depuis 82? Oui. Oui. Et ça s'est dégradé au fur et à mesure? Ça s'est dégradé... peut-être de ma part, parce que j'avais beaucoup de... Je suis très sentimentale, et moi, il faut pas me... Enfin, parce qu'il avait des paroles très dures, des fois. Oui. Mm-hmm. Il s'énervait pour un rien, quoi, quand ça marchait pas, même si c'est pas ma faute, bon, ben, c'est... Et il y avait des insultes qui partaient, et là, ça, petit à petit, ça m'a un petit peu... dégoûté un petit peu. Et quel âge ont vos enfants? Oh, bah, ils sont grands, hein, 27, 24, et puis la dernière qui a 18 ans. Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette situation? Bah, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas eu d'explication du tout. Oui. Est-ce que comment est-il avec eux? Ah, mais il vient, il fait tout ami. Il a jamais, voilà, ce que je lui reprochais souvent, c'est son manque de rôle de père. C'est-à-dire que il est laissé, il est comme ça, il n'avait aucune activité avec eux, quoi. Il n'y avait pas de relation à part amicale, c'est tout. Et il fuyait les responsabilités. Voilà, il fuyait tout ce qui n'allait pas, donc moi j'ai tout fait toute seule. Est-ce que financièrement il participe? Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Actuellement, donc, là? Oui, il participe. Est-ce que c'est pour cette raison que vous continuez à maintenir un lien avec lui? Le lien... Enfin, le lien, c'est-à-dire finalement... à ne pas envisager une séparation, parce que... Ben, moi, je voulais, et je lui ai demandé s'il veut... Enfin, je suis d'accord pour le divorce, mais lui, il a dit que c'est pas la peine, je veux pas me remarier, donc c'est plus intéressant. Qui ne va pas se remarier? Lui. Oui, mais lui, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais vous, et moi, il faut que vous pensiez à vous. Je peux pas, oui, je peux pas faire ce que je veux. Vous avez quel âge, vous, Mina? Moi, j'ai 54 ans, hein. Non, mais après tout, qui se remarie, qui se remarie pas, que peu importe, et vous, peu importe, mais cette situation, elle est bancale. Parce que vous me semblez, je sais pas, vous avez un ton de voix vous semblez très, je sais pas, un peu lasse, très fatiguée, très, on a l'impression très. Oh, je suis surtout déçue, enfin. Oui, c'est ça. Une déception et puis une trahison. Un peu abattue, vous semblez. Oui, parce que je sais pas comment, parce que j'ai des conseils de tous les côtés. On me dit de ne pas quitter la maison. Après tout, c'est lui qui est parti. Et d'un autre côté, on me dit, moi, à ta place, je divorcerai. Et puis, oui, mais trouver un boulot. Donc, j'ai quitté mon boulot pour m'occuper du sien. Et bon, j'ai envoyé balader tout ça. Oui, c'est courageux ce que vous avez fait de trouver un autre travail, parce que je comprends que travailler avec lui
est insupportable. Et en même temps, le travail que vous faites ne doit pas vous ramener beaucoup d'argent. Voilà. Non. Oui. Mais en même temps, écoutez, évidemment, pour lui, de son point de vue, il a la vie belle. C'est-à-dire qu'il a la liberté. La liberté totale. Il peut vivre comme un célibataire. Le soir, il fait ce qu'il veut dans son appartement. Oui. Et puis en même temps, le midi, il continue à venir déjeuner, à avoir une vie de famille où il voit ses enfants. Donc, il a un peu tout. Voilà, si bien que donc, les voisins... c'est pas étonnant. Pardon ? Si bien que les voisins ne savent pas qu'il n'est plus là, quoi. Oui, mais ça, les voisins, on s'en fiche, à la limite. Hein. C'est pas ce qui compte. Enfin, c'est un petit peu embêtant pour vous, parce qu'ils vous demandent des nouvelles, c'est ça ? Oui, voilà, des nouvelles, vous ne savez pas... son aide. Est-ce que votre mari peut passer par... Oui, vous ne savez pas comment présenter les choses. Oui, c'est pas clair. Vous ne savez pas comment répondre, puisque rien n'est... Il est décisif, alors c'est ça que moi j'aurais voulu... Mais qu'est-ce que vous souhaiteriez faire ? Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas décider à votre place, hein. C'est-à-dire que chacun se projette, donne son avis, mais au fond de vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous ? Moi, j'aurais voulu une situation plus claire, c'est-à-dire chacun chez soi et que je fasse ce que je... Enfin, ne plus voir ça, quoi. Et puis là, c'est comme s'il se moquait un peu de moi, un petit peu. C'est ce que dit First Lisa, d'ailleurs, qui envoie un petit message en disant « Cette dame doit se faire respecter ». Et Prune aussi, qui dit « Il se conduit de façon très égoïste, il faut penser à vous ». Voilà, c'est l'égoïsme. Ça dit qu'il a toujours été égoïste. Hein. Au début, des fois, il prenait des décisions sans me concerter. Donc, comme c'est lui qui tient le portefeuille, je pense que c'est pour ça, d'ailleurs. Et moi, je suis au courant qu'après. Donc... Oui, mais si vous aviez, si vous envisagez une séparation, c'est-à-dire, il faudrait voir avec un avocat, voir quels sont vos droits. Après tout, il a un appartement, il gagne mieux sa vie que vous. Il peut y avoir des arrangements. Hein. Peut-être que vous pouvez garder la maison. Enfin, il y a une pension alimentaire. Vous avez encore. Il y a des possibilités. C'est sûr que c'est pas pour vous retrouver dans une situation de grande précarité. Sinon, après tout, vous pouvez lui dire, écoute, moi je ne souhaite pas que tu viennes à la maison déjeuner et tu vois les enfants en dehors, puisque tu as un appartement, tu les reçois chez toi. Oui, mais il me dit c'est chez moi aussi. Bon. Oui, mais enfin, c'est pas, il peut pas comme ça avoir les fesses entre deux chaises. Hein. C'est pas possible, ça. Là, c'est un peu, c'est un peu. C'est pas, c'est ce que il faut, c'est-à-dire là, c'est ce que dit Nelly aussi. Il faut vous imposer, penser à vous, quoi. Hein, c'est-à-dire vous affirmer. Il y a Splina aussi qui envoie un courriel, dites-lui de partir, de ne plus revenir. Cet homme dit ne plus avoir d'affection. De quel droit se permet-il de venir chez vous, manger tous les midis, qu'il retourne chez sa maîtresse? On ne choisit pas dans sa vie de couple un menu à la carte. Je sais que c'est facile à dire, ajoute-t-elle, mais depuis 3 ans dans cette situation, c'est pas supportable. C'est vrai que c'est un peu déprimant, ça vous fait perdre un peu d'estime de vous-même. Mais alors, je comprends que vous ayez peur financièrement d'y perdre dans cette situation, mais c'est pas une raison non plus pour tout accepter. Il faudrait vous renseigner. Vous avez certainement droit, alors vous vous dites un avocat ça coûte cher, mais à l'aide juridictionnelle, il faudrait aller voir auprès du tribunal, vous renseigner pour demander, étant donné votre salaire, et demander une aide juridictionnelle par rapport en disant voilà si comment ça se passerait, je souhaiterais. Vous dites pour des renseignements, dire pour divorcer, voilà quel est mon salaire, comment ça se passe et si je souhaite avoir un avocat. D'accord. Mais là, c'est-à-dire que lui, il paye les charges de la maison. La maison, elle est déjà payée, donc il n'y a pas de crédit dessus. Donc il n'y a que les charges, le chauffage, l'électricité, et puis voilà, c'est les impôts. Bon, il y a ça. Donc les enfants sont à la maison aussi. Donc oui, mais il a un appartement, il peut recevoir ses enfants dans son appartement.
Et oui, moi, j'aimerais bien une séparation nette. Donc, chacun son lieu de vie et... Oui, mais c'est là où c'est pas parce qu'il paye les charges et les impôts. Du coup, il vous dit je suis chez moi, mais en l'occurrence, il a aussi un autre appartement et il ne vit plus dans les faits, il ne passe plus aucune nuit à la maison. C'est un petit peu facile. Aucune depuis 3 ans, hein, aucune nuit et et puis là il essaye de rallier les plus grands, enfin à sa cause un petit peu, faire ami quoi, je veux dire. C'est plus un père, mais il revient bricoler, il aime bien bricoler, il a toutes ses affaires là de bricolage, son camping-car, ses affaires, donc il veut pas. On a souvent des juristes qui écoutent l'émission, donc peut-être 39-21 pour qu'ils nous donnent des conseils, parce que en venant aussi comme ça régulièrement déjeuner à la maison, vous dites que même les voisins pense qu'il habite toujours là. Alors ça se trouve, au-delà du fait qu'il vient, il est chez lui, il peut aussi laisser entendre, y compris pour l'entourage, après si un jour, mais moi j'ai toujours habité là. Vous voyez, la nuit, on ne sait pas forcément à quelle heure il rentre. Là, hein, il a tous ses courriers. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas, c'est un peu. Et je suis là et pas là en même temps. Oui, c'est un peu embêtant. Alors cela, vos enfants pourraient dire, notre père dort plus à la maison, mais c'est toujours embêtant que des enfants aient à témoigner contre leurs parents. Je veux pas. Mais renseignez-vous quand même, allez au tribunal. Oui. Il y a des permanences même juridiques gratuites, certains jours. Donc, vous habitez dans une ville moyenne ou une grande... Enfin... Je peux la donner, là Non, vous donnez pas. Non, oui, pas d'éléments qui permettent de vous identifier. Renseignez-vous C'est une sous-préfecture ? Oui. Vous allez au tribunal. Vous téléphonez, déjà, il y a des permanences souvent juridiques gratuites. Ou même dans les mairies, souvent il peut y en avoir. D'accord. Permanence juridique gratuite, vous pouvez la rencontrer des avocats et vous demander un peu comment ça se passe. Parce que là, j'ai vu une assistante sociale il y a 2 ans, elle m'a dit, cherchez-vous du travail et partez parce que les enfants sont grands. Oui. Et d'un autre côté, on me dit, si je pars, je perds tout. Donc, c'est un petit peu... Je n'ai pas de famille ici. Donc, je sais pas... Je peux même pas aller vers quelqu'un, vers une famille, quoi. Partir, même me ressourcer, rien du tout. Donc, c'est un peu... Enfin, je sais pas comment faire, et puis je sais pas pourquoi il faut parce que c'est un peu embêtant, je vous dis, il est là le midi, donc ça peut laisser entendre, même pour les voisins, vous voyez, l'entourage pourrait dire, mais ce monsieur vit là. Donc ça mérite, vous voyez, il faudrait vraiment qu'un juriste vous dise comment présenter les choses. On les signe ensemble, donc c'est... En tout cas, comme dit Brigitte, ce comportement est quand même très irrespectueux, assez révoltant. Et elle pense, et je suis assez d'accord avec elle, que vous vous sentirez beaucoup mieux quand vous aurez retrouvé votre liberté. Voilà, moi je me sens pas à l'aise du tout là, parce que... C'est Rome aussi qui dit pensez à vous, faites-vous respecter, et puis Coco dit il se croit à la cantine, c'est honteux qu'ils se conduisent comme cela envers vous. Prenez soin de vous et prenez conseil auprès d'un avocat. Oui. Voilà, je pense vraiment, et parce que 3 ans, c'est déjà très long comme ça. Donc lui, il n'y a aucune raison pour lui que ça change. Donc le changement, je pense qu'il ne peut venir que de vous, Mina. Oui, ça va vous miner. Vous êtes jeune, encore, 54 ans, c'est jeune pour pouvoir espérer autre chose que d'être là auprès d'un mari qui vous témoigne plus d'affection et qui, vient. Enfin, il n'est pas prêt à vous quitter, mais finalement, que vous apporte-t-il ? Donc, c'est une vraie question. Oui. Bon, enfin, à part financièrement. Oui, financièrement. Donc, c'est pas négligeable. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas du tout gratifiant ce que vous vivez. C'est plutôt, oui, voilà. Donc, c'est une soumission presque. Oui. Donc, ça va pas, ça. Ça va pas. C'est, voilà. Donc prenez conseil auprès d'un avocat. Donc il vaut mieux que moi, j'ai hésité parce qu'on m'a dit
Oui, mais d'un côté ne quitte pas et d'autre côté, Oui, mais vous pouvez pas. Si vous voulez, vous allez avoir des tas d'avis différents. Il vaut mieux prendre conseil auprès de professionnels. Oui. Et puis, si vous êtes vraiment toujours hésitante, faites-vous aider un peu sur le plan psychologique aussi. Hein. Là, j'ai été touchée. Hein, Alors, allez en parler. Je relève vraiment de très très bas. Hein, ça s'entend. Allez peut-être en parler un peu. D'accord. Bon courage, Mina. Merci. Au revoir. Au revoir. Train, Hey Soul Sister. Des réactions pour Mina qui arrive déjà par courriel. Suzanne nous dit: j'ai vécu la même situation pendant 17 ans. Le plus terrible dans cette situation, c'est la dévalorisation de la personne et perte complète de confiance. On glisse petit à petit dans un no man's land. Depuis que j'ai quitté cet homme, je revis enfin, je crée, je voyage, j'existe. Car en fait, l'homme décide de sa vie et annexe celle de sa femme par la même occasion. C'est dramatique pour Mina. Il faut qu'elle réagisse le plus vite possible. Elle doit faire le choix de le quitter et elle ne le regrettera pas. Croyez-moi, amicalement à elle. Il y a également Camille qui a appelé le 3921 qui dit: il faut faire une main courante au commissariat en disant que son mari n'est pas là le soir, et à la mairie, elle peut être aidée et avoir une prestation compensatoire. Je connais cette situation car j'ai divorcé, nous dit Camille. Christiane également dit: j'ai connu cette situation, je m'en suis bien sortie, je suis allée au palais de justice et on m'avait dit que j'avais droit à une aide juridictionnelle. Mon ex-mari a dû me verser une pension alimentaire. On enchaîne avec Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'avoir choisi mon histoire parmi tant d'autres. Je ne dois pas être le seul. Voilà, j'ai vécu quelque chose, j'ai vécu une situation non conformiste et atypique. J'ai vécu un trio avec un couple marié. Ça se passait merveilleusement bien. On s'était rencontrés au hasard d'un cousin de ce garçon. Je suis plus homosexuel qu'hétéro, évidemment. Enfin, évidemment. Et donc, je pense avoir été manipulée par une femme qui m'a jeté dans les bras de son mari parce qu'elle n'avait plus d'envie sexuelle avec son mari. Donc, il fallait un peu de piquant dans l'histoire, et le fait de voir son mari avec un autre homme, ça l'excitait. Moi, je suis tombée dans le piège, mais en pensant tenir, c'est-à-dire en pensant garder mes distances et n'avoir qu'une belle relation et sexuelle, mais également une belle amitié. Je confonds peut-être les genres. Ensuite, écoutez, ça a tenu comme ça plusieurs mois. On était inséparables. Au bout de 2 jours, quand le garçon ne me voyait pas, il s'ennuyait, il venait me voir. Elle me téléphonait des heures entières dans la journée. On dînait ensemble, on partait en vacances ensemble. Ça a duré 5 mois. Au bout de ces 5 mois, elle en a eu marre parce que c'était devenu de la routine. Et alors, elle m'a demandé de la couvrir pour aller rencontrer d'autres hommes dans des clubs privés. Je l'ai couverte. Je lui dis, dans la mesure où c'est pas de l'amour, que ça reste sexuel, je te couvre. Mais si ça devient plus sérieux, je ne te couvre plus. Le problème, c'est qu'elle est tombée amoureuse d'un garçon, évidemment d'un de mes ex. J'ai fait dans la facilité. Donc, elle a caché ça pendant plusieurs mois, jusqu'au jour où elle a tout déballé à son mari. Et là, ça a été l'esclandre, évidemment. Il se sentait trahi par sa femme, il essayait de la récupérer, elle ne voulait pas. Maintenant, il divorce. Et moi, je suis au milieu. On me reproche, je ne sais pas trop quoi. Alors, au début, ce garçon me reprochait de n'avoir pas parlé, de ne pas lui avoir dit, alors que moi, je voulais le protéger. Et après, il m'a accusé d'avoir, de mon côté, fait rencontrer l'amant de sa femme, pour qui elle part, avec qui elle va partir.
Et je n'ai plus aucun des deux. Oui, vous avez perdu les deux. Les deux. Elle lui a dit que vous étiez au courant, vous. Oui, certainement, puisque je pense, elle a dû charger la mule pour se protéger un petit peu. Pour se dédouaner elle un peu. Complètement manipulatrice. Et alors, elle a poussé le vice jusqu'à me faire mal parce que quand il était avec moi, quand on était au lit tous les trois, ou tous les deux, il me disait je t'aime très fort, j'ai beaucoup de sentiments pour toi, mais tu sais j'aime les femmes. Bon, en même temps il était dans mon lit, mais il y avait quelque chose de fort qui passait entre nous. Donc elle a cru bien faire. Quand je l'ai appelé il y a un mois, de me dire oui, tu te rends compte, en plus il me trompe. J'ai dit écoute, c'est un peu normal. Oui, mais en plus il s'est tapé un mec à son travail. Et ça, j'ai pris ça en pleine figure, parce que lui m'avait dit, tu ne peux pas être jaloux des filles, parce que je les aime et que j'en aurai, mais tu ne peux pas être jaloux non plus des garçons, puisque tu es le premier, tu es ma première relation homosexuelle, et ça sera la seule. Et là, on me fout dans la figure qu'il serait allé avec un autre garçon. Ce n'est pas prouvé. J'ai demandé à un intermédiaire, un ami, d'intervenir, d'aller voir ce garçon. J'ai écrit une lettre d'une dizaine de pages qui l'a rendu furieux parce que je lui rappelais ses promesses. Et cet ami lui a demandé s'il y avait une porte, est-ce qu'il y avait une serrure, est-ce qu'il y avait une clé dedans, est-ce que je pouvais espérer tourner l'acté un de ces jours. Il a dit je ne veux plus entendre parler de lui, pour l'instant la porte est fermée. Donc ça s'est terminé très mal parce que je suis allée en maison psychiatrique, j'ai craqué, je ne mangeais plus, je restais dans le noir, je ne répondais plus au téléphone, jusqu'au jour où une amie, ma meilleure amie, m'a sorti un petit peu de ce problème, en m'invitant chez elle. Le médecin a dit il faut absolument que vous alliez en clinique. Mais donc avec le temps, donc je suis allée en clinique psychiatrique, non pas pour une psychanalyse ni pour une psychothérapie, mais pour reposer le cerveau. Je ne vais pas dire que j'étais en dépression, j'étais en déception de la part de ce garçon que j'aimais d'une amitié amoureuse. Et donc, je me suis reposé le cerveau pour me préparer à une psychanalyse ou à une psychothérapie. Mais moi, le psychiatre qui m'a suivi disait c'est pas linéaire. C'est-à-dire que vous allez avoir des jours où ça va aller bien et des jours où ça va pas aller bien du tout. Donc je suis sous médicaments, mais je n'accepte toujours pas puisque je n'ai pas eu d'explication avec ce garçon et qu'il refuse des explications. Donc je reste dans l'expectative, je souffre parce que je l'aime toujours, alors qu'il était prévu, on s'était bien dit au début, on garde nos distances, je suis mariée, et puis c'est tout. Voilà, c'était des jeux sexuels, et je suis tombé amoureux. Et maintenant, eh bien, je me retrouve dans un petit village complètement paumé. J'ai 44 ans prochainement. Ils m'avaient donné un coup de jeune parce qu'ils avaient 27 et 28 ans, donc ça m'a donné un coup de fouet. 27 et, pardon 27 et 28 ans. 27 et oui. Donc souvent je disais mais c'est tout juste si je peux pas être ton père, alors comment tu couches avec ton père? Il m'a dit c'est pas ton âge, c'est toi qui nous intéresse, il y a quelque chose en toi qui nous plaît. Et donc moi ça m'a donné un coup de jeune, j'ai changé complètement de façon de m'habiller, de me coiffer, ça a été vraiment bénéfique et on a vécu des choses extraordinaires, on allait en vacances ensemble. Et là, eh bien, quand je passe devant la boutique de cet ami je rentre pas, je fais profil bas et j'habite donc un petit village où il est quasiment impossible de rencontrer une autre personne homosexuelle parce que c'est très mal vu et j'ai perdu le garçon pour lequel j'avais une tendresse amoureuse. Je savais que cette relation ne pouvait pas continuer, c'est évident. Oui, elle était compliquée dès le départ. Voilà, et en plus, c'est difficile, un trio, les trios. c'est pas fait pour durer. Mais je pensais que ça se serait
délité, que ça se serait transformé en amitié amoureuse ou en simple amitié profonde. Et là, j'ai tout pris dans la figure. Alors, je demande votre aide. Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que pourrait, je ne sais pas si vous pouvez vous mettre dans la tête de ce garçon, mais est-ce que vous pensez qu'il reviendra, s'il réfléchit avec le temps, ou je ne sais pas. Je pense toujours à lui. Alors maintenant, j'arrive parce qu'avant j'avais des. À première vue, ma première impression, je dirais non, hein, mais je peux me tromper. D'accord. Je préfère avoir un avis. Je peux me tromper. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui maintenant sont faussées. Oui. Et lui maintenant est en psychothérapie aussi. Et sa femme aussi. Mais c'est bien. Oui, il a dit, on est tous les trois à souffrir, mais n'oublie pas que c'est moi qui divorce et ma femme. Toi, tu es là. Oui, ça fait exploser. Alors après, on peut pas parler de ce qui, on peut pas parler pour le couple, hein, quelle était leur relation de couple. Au fond, ils ont voulu, expérimenter. Pas lui. Je pense que c'est elle qui était manipulatrice. Oui, attendez, c'est compliqué parce que votre sentiment amoureux fait que peut-être vous le dédouanez lui de beaucoup de choses. Maintenant, ce qui se passe dans ce couple, c'est toujours extrêmement compliqué de savoir ce qui se passe dans une relation de couple. Donc, à un moment, ils ont voulu expérimenter autre chose. Pourquoi ? Il y a quelque chose qui les a débordés. Oui. Bon, vous avez été un peu instrumentalisé dans cette histoire. Ah, totalement. Le psychiatre m'a dit, vous avez une sensibilité exacerbée. Donc, c'est un atout parce que c'est touchant, mais en même temps, ça vous détruit. Et oui, vous ne vous êtes pas protégé. Voilà, exactement. Alors que dans ces histoires-là, le gros problème, c'est lorsque c'est le fait de tomber amoureux, parce que vous êtes quand même face à un couple. Hein. Oui, complètement. Donc, mais elle, ça la gênait pas que je sois amoureux de son mari. Et elle oui, mais parce que certainement qu'elle se disait, elle restait... comment dire, elle ne vous voyait pas comme un danger. Oui. Son mari l'aimait, elle. C'est vrai. Donc ça lui permettait de garder une position de pouvoir auprès de son mari. Et auprès de moi, puisque j'allais dire qu'elle me tenait par les sentiments, parce que vous n'étiez pas menaçant. Oui, vous n'étiez pas menaçant pour elle, certainement. Non. Ça aurait été une autre. Ils auraient fait du triolisme avec une autre femme. Je pense que ça aurait été tout à fait différent. Ah oui. Oui, on peut le penser. Et elle, donc, elle m'a jeté. Si une autre femme avait été amoureuse de son mari, je pense que là. Elle me dit qu'elle l'aime. Maintenant qu'elle ne l'aime plus, mais que lui, c'est la femme de sa vie. Et oui, vous voyez. Il veut absolument la récupérer, mais elle veut plus. C'est fini. Donc, lui va à droite, à gauche. Il faut que vous pensiez à vous, de toute façon, parce que ce couple doit faire son chemin, soit ensemble, soit séparément. Mais vous, là, vous raisonnez encore par rapport à eux ou par rapport à lui. C'est vrai que vous avez vécu une histoire très complexe, parce que vous vous êtes investi complètement avec le cœur aussi. Ça me fait penser à la phrase de Paul Éluard, j'entends ta voix dans tous les cris du monde. C'était un peu ça, c'est-à-dire que je l'ai dans la tête, j'ai des images rémanentes, récurrentes, qui sont là, je le vois avec un autre homme, je le vois, je l'imagine, enfin je deviens névrosée, quoi. Ça devient une vraie névrose. Oui, alors quand vous parlez de névrose, justement, le subversif dit, vous vous êtes vu instrumentalisé par un couple sans considération pour l'autre, littéralement chosifié par sa névrose. Oui. Vous, un peu. Parce que si vous voulez un couple libertin, un couple comme ça qui s'adonne au triolisme, il est important. Mais c'était la première fois de leur vie, qu'ils faisaient. Oui, alors à leur décharge, mais si vous voulez, il est important de fixer des sortes de contrats, des règles à ne pas dépasser. Fixés. Non mais mais vous ensemble, mais c'est au couple aussi de les fixer. À la limite, le troisième, pardonnez-moi, mais ne compte pas. Oui, absolument. C'est-à-dire que le troisième est là pour le couple. Pour le plaisir. Il est là pour le couple. C'est un instrument de plaisir. Oui.
Oui, tout à fait. Oui, désolée de vous dire ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, c'est le couple qui définit. Et s'il y a quelque chose qui se passe et qui vient blesser l'un des deux partenaires du couple, il faut tout de suite arrêter. Or, à un moment, on voit bien, elle part de son côté avec d'autres amants. Enfin, bon, il y a quelque chose qui a complètement vrillé. Je l'ai même accompagnée dans des clubs échangistes parce qu'elle voulait y aller. Je pense qu'elle est nymphomane puisque elle a jeté son mari dans mes bras parce que il n'y avait plus de relation entre eux. Ils ne faisaient l'amour qu'une fois tous les mois et encore, lui n'est pas un chaud lapin. Donc, ça a remis du piment dans le couple. Oui, certainement. Voilà. Forcément. Évidemment. Forcément. Et moi maintenant, je paie les pots cassés. Oui. Mais vous continuez à vous faire aider parce que vous dites à un moment vous avez été hospitalisé. Oui, je suis sortie d'une clinique psychiatrique. Oui. Et là, j'ai l'intention. Vous avez fait une dépression. Ah oui. Sévère. Enfin, je pourrais pas dire dépression. Je dirais plutôt j'étais tellement déçue que oui, c'était une dépression puisque je ne mangeais plus, je n'ouvrais plus les volets, je ne répondais plus au téléphone. Ça y ressemble quand même. Ça y ressemble. Oui. Mais bon, curieusement, une autre relation avant celle-là, c'était terminé, ça s'était très très bien passé. Mais là, j'avoue que je l'ai dans la peau. Et en plus, comme j'habite un petit village et que lui habite à 10 km... C'est compliqué, oui. Je vais tomber sur lui immanquablement un jour. Et je ne sais pas comment réagir. Les gens me disent, laisse-le avaler la pilule parce qu'il a quand même été trompé par sa femme. Et peut-être qu'il réfléchira et qu'il reviendra. Peut-être te voir. Je ne sais pas. Je me contenterai de peu, voyez-vous. Mais je pense qu'à un moment, lorsque vous aurez pris de la distance, lorsque vous irez mieux, ça sera moins difficile pour vous de le croiser. D'accord. Pour le moment, vous êtes trop à vif, trop écorché vif. Complètement. Je souffre. Donc, parce que, comme le dit quelqu'un là qui envoie un SMS, c'est une histoire très passionnelle. Complètement. Mais le problème, c'est que j'ai toujours été passionnelle dans tout et extrême dans tout, c'est-à-dire dans mes sentiments, même pour les déjeuners ou les dîners, je fais tout avec exagération. Donc quand j'aime, c'est ou j'aime pas. C'est jamais j'aime un peu. Donc ça a joué aussi certainement. J'ai été un peu trop loin, trop... Mais si vous voulez, là, c'est pour ça que, il faut... c'est quelque chose que vous allez travailler avec votre thérapeute. Et vous pensez que ça donnera des résultats ? Si, dans la mesure où vous êtes quelqu'un, bien sûr, où vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, où vous avez d'une certaine façon... beaucoup de romantisme. Oui, déjà, ne pas vous embarquer dans ce type d'histoire. Qui était, comme le dit Nelly, un vrai panier de crabes. Si, vous le saviez au départ. Allez faire du triolisme avec... C'est à éviter. C'est à éviter. Quand on est, comme vous, très sentimental. Quand on a la tête sur les épaules, on peut y aller. Non, c'est même pas... Voilà, c'est quand, on y va pour son plaisir, mais pas quand on est sentimental comme vous. Ouais. C'est quelqu'un qui dit passer à autre chose, vous avez beaucoup de bonheur et de tendresse à apporter à d'autres. C'est gentil. Et puis, notre message qui dit je vous souhaite de retrouver la sérénité et la santé. Brigitte qui dit vous vous êtes fait piéger, on ne contrôle pas l'amour, vous avez la vie devant vous pour accuser le coup et faire le deuil de cette relation. Mais vous savez, à 44 ans, je me sens vieux, j'ai l'impression que... Non, vous vous sentez vieux parce que là, vous avez pris un coup profond. Il y a Adrien qui dit vous étiez en quelque sorte un médiateur conjugal pour un duo caduc. Il faut vous reconstruire. Je ne pense pas qu'il faille attendre cet homme. Vous êtes fragilisé, courage à vous. Et Coco qui dit on sent quelqu'un de profond, de sensible, d'intelligent. Je comprends votre souffrance si vive parce que c'est très récent. Oui. Donc c'est tout à fait ça. Donnez-vous du temps. Quand vous dites j'ai besoin de votre aide, moi je ne peux que vous dire. Mais quand ce que vous m'avez dit, c'est déjà vous m'avez déjà aidé en mettant des mots sur ma douleur et en confirmant ce que je pensais.
Voilà, que de toute façon c'est fini, qu'il y a peu de chances qu'ils y reviennent, Oui. et que il faut passer à autre chose. Ce serait pas une bonne chose pour vous, de toute façon. Voilà, je pense que retomber dans cette relation, même s'il a quitté sa femme, non. Non, il faut vous protéger. Oui. Et pour conclure, il y a Lila qui dit 3, c'est pas vraiment un bon chiffre en amour. Il y en a forcément un de trop, et malheureusement c'est vous. C'était moi. Il faut prendre le large pour ne pas vous brûler les ailes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les interventions de tous les auditeurs. Ça me touche beaucoup. Et merci à vous pour votre émission, parce que ça m'aide, ça m'a fait du bien. Mais tant mieux. Et puis un message de Bulle encore, qui envoie un petit SMS qui dit cette femme a senti votre fragilité. Vous devez aujourd'hui vous protéger et vous préserver. Oui, exactement. Je sais ce qu'il me reste à faire. Prenez soin de vous alors, Olivier. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Emmanuel Seigné, le jour parfait. Caroline Dublanche sur Europe 1. Grâce au test de compatibilité sur rencontre.europe1.fr, trouvez la personne en affinité totale avec vous. rencontre.europe1.fr. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de m'avoir sélectionnée. Je vous en prie. Alors, je ne sais pas trop par où commencer parce que mon histoire est un peu compliquée. Oui, vous avez 27 ans et vous avez dit au Standard que vous faisiez une dépression depuis 4 ans. Et demi. Ah, c'est très précis ça. 4 ans et demi à peu près, oui. En fait, si vous voulez, j'ai rencontré un homme qui au début tout se passait bien, et puis ma famille m'a averti que c'était pas un homme à côtoyer, c'était un voyou. J'ai pas voulu écouter mes parents, j'ai pas voulu écouter mon entourage, et puis il s'est avéré qu'il s'est mis à me battre. Il buvait beaucoup, il me trompait, il me rabaissait plus bas que terre. Et quand j'ai voulu le quitter, il m'a harcelée pendant plus de 1 an et demi. Alors il me suivait partout, il téléphonait à mon travail, il téléphonait à la maison. J'étais pas libre. Quand je rentrais chez moi, il était là en bas de l'immeuble qui m'attendait, il me frappait, il me disait où t'as été traîné, enfin tout pour me rabaisser, me faire perdre mon estime de moi, et c'était très dur à surmonter. Vous avez fini par porter plainte contre lui J'ai déposé beaucoup de plaintes parce qu'il m'a cassé 8 fois ma voiture. Oui. Ça a abouti, c'est-à-dire... Il a fait 1 an et demi de prison. Oui. Il me doit de l'argent, mais il me l'a toujours pas versé. D'accord. Et puis, alors je sais pas si ça... Enfin, actuellement, je suis une psychothérapie dans un CMP. Oui, d'accord. Mais je tourne un peu en rond, je vois que ça avance pas trop, ça m'aide pas trop, et je sais plus vraiment, ça fait 3 semaines que je sors plus, je fais plus rien, j'ai plus d'amis. Et puis au début de ma dépression, j'avais des problèmes alimentaires. Je me faisais vomir régulièrement. Et là, ces problèmes reviennent, c'était calmé. Et là, ça revient. Et pourquoi depuis 3 semaines? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Pourquoi ça va plus mal? Je sais pas ce qui se passe. J'ai plus envie de sortir. J'ai plus. Vous travaillez? Vous êtes étudiante? Non, je travaille pas. Je suis en invalidité. En invalidité déjà? Pour quelle raison? À cause de ma dépression, parce que je prends beaucoup de médicaments. Et... oui, mais enfin c'est un peu embêtant quand même, parce que vous êtes encore très jeune, vous avez 27 ans. Oui, mais la validité, si vous voulez, va durer que 5 ans. D'accord, bon, donc ça va vous laisser... Vous avez fait une formation auparavant? J'ai travaillé, j'étais secrétaire dans un service après-vente. D'accord.
Et le suivi au CMP, vous voyez, vous êtes suivi par qui ? Alors, une psychothérapeute, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine ? Oui. Ah oui, donc c'est important ça, hein, 2 fois par semaine, parce que souvent en CMP, la difficulté, c'est il y a beaucoup de demandes et c'est compliqué d'obtenir des rendez-vous. Donc elle a compris qu'il y avait vraiment un besoin de soutien. Pourquoi vous avez le sentiment de tourner en rond ? Je sais pas, j'avance pas beaucoup, j'ai du mal à parler, à me livrer. J'ai plein d'idées dans la tête, mais elles veulent pas sortir. Écrivez-les peut-être. J'ai essayé, mais j'arrive pas à lire j'arrive pas à dévoiler tout ce qu'il y a en moi, en fait. Bah, vous écrivez, et puis à ce moment-là, vous les lui donnez à lire, si vous n'arrivez pas à le dire. Bon, on va continuer à parler après le journal, hein, vous ne raccrochez pas. D'accord, merci. Deuxième heure de l'émission, toujours en direct, bien entendu sur Europe 1, avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par SMS au 7 21 21 code de nuit et par courriel sur le site dublanche.europe1.fr. Juste avant le journal de minuit, nous étions en compagnie de Sylvie. Sylvie, donc vous avez 27 ans et vous souffrez d'une dépression importante depuis 4 ans et demi suite à une relation avec un homme qui a été une relation très destructrice pour vous puisque cet homme était violent vis-à-vis de vous. Donc je reçois beaucoup de messages pour vous de réconfort là qui arrivent par SMS au 7 21 21. Donc je vais vous les lire et puis comme ça vous me direz un petit peu ce que vous en pensez peut-être si vous avez envie. Il y a Rom qui dit vous avez quitté un homme maltraitant, c'est un grand pas. Maintenant, vous allez vous reconstruire afin de commencer une belle vie. Bonne chance à vous. Il y a Coco qui dit « Quand une souffrance particulière me bloque, je l'écris avant mon rendez-vous chez le psy et je lui fais lire le tout. Faites-le à un moment qui vous inspirera. » Elle ajoute, parfois c'est un peu un méli-mélo dans ma tête, mais j'écris même si c'est décousu et votre psy comprendra et puis ça sera l'occasion d'en parler avec vous. Il y a Skinrit qui dit si vous n'arrivez pas à extérioriser vos sentiments par écrit, vous pouvez peut-être essayer une activité comme la peinture que vous pourriez aussi montrer à votre psy et puis en tout cas qui vous permettrait oui, c'est vrai, d'extérioriser quelque chose. Alors il y a Ludovic qui est dans l'Aisne qui dit qui s'indigne qu'on puisse comme ça être violent envers les femmes. Et puis le subversif qui dit pour vous avoir poussé dans les bras de ce détestable personnage, votre estime de vous-même connaissait probablement déjà une fragilité et donc ça prendra du temps de la restaurer, de faire en sorte que finalement vous retrouviez une certaine estime de vous-même. Il faut l'accepter. Quand j'étais petite, j'avais un papa qui était alcoolique et qui battait ma mère. Donc elle est restée mariée 18 ans avec lui. Elle a divorcé quand j'avais 9 ans. Et pendant mes 9 années que mon père a vécu à la maison, c'était tous les soirs des scènes de ménage, des bagarres, des disputes. Il était alcoolique aussi, il buvait beaucoup et je me demande si
je suis pas retournée avec quelqu'un justement qui ressemblait à mon père inconsciemment. Oui, oui, certainement, oui, oui. On cherche souvent de son père dans son compagnon. Parce qu'il ne m'a pas donné d'amour, ça n'a jamais été un père présent, il était pas là pour nous. Enfin, j'ai 2 sœurs et il s'est jamais occupé de nous et c'était vraiment difficile quand j'étais petite. Et là, il est décédé quand j'avais 15 ans. Oui. Je ne suis pas allée à l'enterrement parce que je l'avais pas vu depuis 3 ans et j'avais pas envie d'y aller parce qu'il nous avait fait vraiment du mal. Et tout ça m'a travaillé. Oui. Et puis le fait de m'être mis avec cette personne, ça m'a fait ressortir tout ce que j'avais en moi, qui était enfui depuis que j'étais petite. Et oui. Et puis ça a provoqué le clash et j'ai fait des tentatives de suicide. Enfin, j'étais vraiment au plus bas il y a 4 ans. Je vais mieux qu'il y a 4 ans quand même. Mais c'était vraiment difficile. Et oui, ça vous a ramené à votre histoire d'enfant, à vos blessures d'enfant. Oui. Qui n'étaient pas résolues. Parce que vous avez rencontré un homme qui vous a fait revivre finalement ce passé. Alors, au fond, ça vous permet de revisiter cette histoire douloureuse et vous allez voir que du coup ces fantômes du passé, vous allez pouvoir vous en affranchir et en sortir plus forte. Le problème, c'est que maintenant j'ai peur d'une relation avec un homme et... Chaque chose en son temps, Sylvie. Chaque chose en son temps, oui. C'est-à-dire que pour le moment, bien sûr que vous êtes traversée par des peurs parce que vous êtes un peu dans un autre espace-temps, c'est-à-dire que vous avez replongé dans vos peurs d'enfant, dans la rencontre avec cet homme a fait ressurgir toute cette histoire avec votre père. Oui. Mais le fait de prendre conscience de tout ça, de parler de votre histoire, fait que vous allez voir, vous n'irez plus vers le même type d'homme. Ou en tout cas, si vous êtes attiré par un homme, au départ, comme ça, une attirance, comme ça peut se faire, une rencontre, si vous vous apercevez après qu'il a des problèmes d'alcool, qu'il est violent, vous saurez partir très vite. C'est-à-dire que vous apprendrez à vous protéger. Oui, c'est vrai que... Ce que vous ne saviez pas faire jusqu'à présent. Et là, en ce moment, je sais que je serai encore vulnérable. Oui. J'ai pas un caractère assez fort pour... Et puis en plus, je prends beaucoup de médicaments. Ça m'assomme, je dois dire. Et... Oui. Je sais plus tellement où j'en suis. Je suis un peu perdue. En même temps, vous dites que ça va mieux qu'au début de votre dépression. Mieux qu'il y a 4 ans, mais... Donc vous sentez qu'il y a des choses qui avancent, doucement, mais qui avancent. Mais c'est parce que j'ai changé beaucoup de fois de traitement. Et puis maintenant, je prends vraiment un traitement assez lourd. Et ça me fait beaucoup dormir. Et pendant ce temps-là, je pense pas. Et... Vous prenez un traitement d'antidépresseurs ? Alors, j'ai des antidépresseurs, des anxiolytiques et puis des somnifères. Ça fait beaucoup, ça. Qui vous les prescrit ? C'est un psychiatre. D'accord. Toujours au CMP. Vous l'avez vu ? Vous lui dites que ça vous fait beaucoup dormir ? Oui, je lui dis, mais si vous voulez, si elle me les retire, je fais des crises de nerfs, puis les sevrages, j'arrive pas à aller jusqu'au bout, je tiens pas, c'est difficile à surmonter, on a des vertiges, des sensations qu'on nous secoue la tête,
enfin, le bruit, le monde, tout m'affole. C'est difficile à réduire les médicaments. D'accord. Ça va se faire progressivement. Oui, je pense. Et avec la psychologue qui vous suit, ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien, mais le problème, comme je vous disais, j'ai du mal à lui parler. Parce que vous parlez bien, là, je trouve. Oui, là, je suis assez bien, mais des fois, ça m'a psychologue pendant 2-3 minutes, je vais bloquer. C'est rien de 3 minutes, vous savez, Sylvie, ça peut arriver, ça. Si c'est que 2-3 minutes, c'est pas grave. On n'est pas obligé. Alors, il y a un blanc et puis... Oui, c'est pas grave, les blancs. Vous pouvez réfléchir aussi, vous pouvez... Puis il y a les traitements un petit peu qui vous font cet effet-là. Oui. Hein ? C'est pas... Il faut pas vous inquiéter de cela. Vraiment. Alors des fois, elle me booste un petit peu, elle me dit il faut analyser plus de choses, il faut... Et elle me dit... Oui, elle vous incite à aller un petit peu plus loin dans la réflexion. J'ai du mal. Oui, mais elle vous pousse un petit peu. Oui. C'est pour la prochaine fois, c'est pour la prochaine séance. Oui, tout à fait. Mais bon, l'important c'est que vous vous sentiez en confiance avec elle. Oui, je la vois depuis bientôt 4 ans. Oui. Donc là, ça va. Par contre, je vais changer de psychiatre le mois prochain. Alors là, j'ai une peur bleue parce que la mienne s'en va de la région. Donc je me dis, est-ce que ça va bien se passer ? Je me pose tout un tas de questions. Oui, ça vous angoisse, quelqu'un que vous ne connaissez pas. De toute façon, elle transmettra. Il y a un dossier. Oui, il y a mon dossier qui va suivre. Donc dans un CMP, votre dossier sera là, elle va transmettre, enfin, elle va pas partir sans donner des indications. Et puis elle parlera avec vous. Et puis il y a la psychologue aussi qui lui parlera de vous. Ils travaillent en équipe. Oui. Donc il faut pas trop vous inquiéter. Puis j'ai le souci de, comme je me suis renfermée, j'ai plus d'amis, je suis seule. Comme je vous dis, je sors plus. Alors, par moment, je me dis, est-ce que je dois me faire hospitaliser ? Parce que j'ai toujours refusé, jusqu'à maintenant, d'aller en hôpital psychiatrique. Mais je me dis, est-ce que je dois passer par là pour aller mieux ? Vous en parlerez avec la psychologue qui vous suit. Ça, c'est difficile. Moi, je peux pas vous répondre. C'est elle qui vous connaît mieux. Ça peut être une phase, si vous traversez une phase un peu difficile, une hospitalisation peut vous faire du bien pendant quelque temps, mais peut-être que vous pouvez faire sans. Mais peut-être que vous pouvez faire sans aussi. Ça peut être un moment comme ça, de la thérapie. Ça, il faut l'évoquer avec elle. Oui. Ça peut être l'objet d'une prochaine séance. Avec elle. Oui. En tout cas, il y avait Brigitte qui disait, mais bon, peut-être effectivement c'est compliqué pour vous, qui disait peut-être retrouver un peu de vie sociale en visant quelque chose de très accessible, une activité qui pourrait vous plaire, ou peut-être à un moment appeler quelques-uns, un ou une de vos amis, reprendre contact, ne serait-ce que un petit coup de fil. Ça vous coûte au départ, mais ça peut aussi vous faire un peu de bien. Oui, c'est sûr. Bon. Et puis quelques messages pour conclure. Manou qui dit, je voudrais dire à cette jeune femme qu'elle ne perde pas de vue que travailler, c'est aussi être reconnue et retrouver de l'estime de soi. Alors courage à elle. Et puis Orchidée qui dit, il faut continuer à vous battre, à travailler sur vous-même pour vous retrouver. Ne laissez pas cet homme et votre histoire le plaisir de vous détruire. Montrez-lui que vous êtes plus forte que lui. Bon courage.
Nelly dit: je comprends le calvaire que vous avez vécu, on ne se remet pas si facilement de tels chocs. Courage, vous allez reprendre confiance en vous et en la vie et sortir de cette impasse. Et puis il y a également Lila qui dit: vous avez un long chemin à parcourir pour vous défaire de cette image négative que vous avez de vous, mais il y a aussi au fond de vous une enfant alors, elle dit intacte. Allez vers elle à travers les photos que vous avez. Parlez-lui, cela vous aidera à vous reconstruire. Oui, j'ajouterai intacte, mais aussi il y a une partie de vous qui a été très fragilisée par ce que vous avez vécu. Hein, il y a un petit peu les deux. En tout cas, c'est vrai que on s'en sort. Et vous vous donnez les moyens de vous en sortir, mais il y a des moments qui sont un peu difficiles. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut particulièrement s'accrocher, Sylvie. Voyez, des moments où on a envie un peu de baisser les bras et de dire: oh là là, de se mettre dans le lit, de plus ouvrir les volets. C'est dans ces moments-là qui... Bon, et peut-être la perspective que le psychiatre change, tout ça vous angoisse un petit peu. Les changements sont un peu préoccupants, donc donc parlez-en aussi à votre psychologue, hein, de tout ça, d'accord ? D'accord. En tout cas, il y a aussi un message qui dit vous avez retrouvé avec cet homme un climat qui vous était malheureusement familier, celui de l'alcoolisme, de la violence. Vous avez fait un grand pas en avant en prenant conscience. Bon courage à vous, douce Sylvie. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir Sylvie. Merci et au revoir. Au revoir. Robbie Williams, Morning Sun. Allez, je dédicace cette chanson à Coco qui m'envoie un petit message par SMS pour me dire: ah Robbie, merci. Je ne respire plus. Reprenez votre souffle vite, ma chère Coco. Et on accueille tout de suite Louis. Bonsoir Louis. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je voulais un petit peu réagir au témoignage, je crois, de Mina. Oui, qui était la première auditrice. Mina, dont le mari, donc depuis 3 ans, venait déjeuner avec elle. Non, venait déjeuner le midi et repartait tous les soirs. Absolument. Et voilà. Alors, moi, je dois avouer que j'étais un petit peu choqué, plutôt un peu par votre réaction. Et c'est un peu souvent d'ailleurs l'impression que j'ai. On s'entend entre femmes pour taper sur l'homme, entre guillemets, entre guillemets quand même, à savoir que vous avez en partie conseillé à Mina de prendre un avocat. Mais en fin de compte, cet homme, il remplit tous ses devoirs conjugaux, entre guillemets, à savoir, il s'occupe de la maison, il paye les factures, apparemment, il laisse pas ses enfants dans le besoin, il paye tout. Et finalement, le seul vrai problème qu'il y a, c'est que finalement, la nuit, il couche pas avec sa femme. Bon, il y a pas mal de couples où ça doit être comme ça, même si le mari reste éventuellement à la maison. Donc, d'un point de vue strictement juridique, aller chercher un avocat pour ça, l'avocat va vous dire, où est le problème ? Je veux dire, si votre mari vous entretient, vous pouvez, moralement, c'est peut-être choquant de penser que le mari va rejoindre une maîtresse le soir et autres. Là encore, c'est probablement pas le seul homme qui fait ça. Mais ce qui m'a le plus choqué dans ce témoignage, c'est qu'à aucun moment, cette dame n'a émis l'idée d'abord de quitter son mari, de divorcer, de bouger, quoi, de se remuer, probablement parce qu'elle est dans une situation matérielle plus confortable avec son mari. Cela dit, on peut obtenir des pensions alimentaires et autres. Donc, autrement dit, finalement, elle profite de la sécurité que lui apporte son mari. Et puis, elle est pas très contente parce que le soir, il n'est pas là. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, si elle est absolument pas d'accord avec ça, eh ben, elle discute avec son mari. Or, elle n'a jamais
émis l'idée même qu'elle ait pu discuter avec son mari. Moi, j'ai pas entendu dire j'ai pris mon mari à part, je l'ai engueulé, je l'ai pour lui demander de revenir. Je suis d'accord avec vous. À un moment, elle a même parlé de soumission. Elle dit finalement il y a quelque chose qui est pas acceptable parce que c'est de la soumission. Et vous remarquerez que j'ai abordé d'emblée l'aspect financier dans cette situation, en disant est-ce que c'est l'aspect financier qui vous retient? Oui. Parce qu'étant donné qu'ils travaillent ensemble et que maintenant elle travaille dans une cantine, elle a, j'imagine, un très petit salaire. Néanmoins, quand vous dites qu'il assume tous ses devoirs, alors effectivement, sur un plan matériel, mais pour autant, la situation est loin d'être gratifiante. C'est vrai qu'il ne la laisse pas, il ne la laisse pas par rapport à certains hommes qui partent comme ça et qui ne s'occupent plus du tout, ne versent même pas de pension alimentaire ni même pour les enfants. D'accord. Voilà. Cela dit, il a quand même la part belle dans cette situation parce que au fond, il lui dit j'ai plus d'affection pour toi, mais il vient, il passe tous les midis, il est pas là le soir et il se passe rien. Enfin, c'est bonjour, bonsoir. Excusez-moi, il a la part belle, peut-être, je sais pas exactement, je connais pas la vie de cette personne. Il a la part belle. Vous dire qu'il vient déjeuner le midi, tout de même, je suppose que c'est un gars qui a les moyens d'aller déjeuner ailleurs. Donc j'ai un peu l'impression quand même que, en quelque sorte, il fait un peu sa part, je dirais, d'égal conjugal, sauf qu'il couche pas avec sa femme, bon, d'accord. Et je ne vois pas en quoi, juridictionnellement, enfin d'un point de vue juridique, je ne vois pas en quoi. Moi, je vais vous dire, moi, c'est mon point de vue. Je trouve qu'il fait souffrir tout le monde en prenant pas de décision. Ça, c'est un vrai. Non, mais je pense que vous avez raison, c'est un vrai problème. Mais tout de même. Je trouve que parfois, en ne prenant. Non, mais cette dame a un minimum de fierté. Elle lui dit, écoute, on divorce et puis terminé. Et d'ailleurs, en divorçant, elle peut très bien demander une pension alimentaire pour compenser son train de vie. Ou ça se fait. Enfin, je veux dire. Or. Non, mais Mina appelait. Il y avait une demande d'aide de sa part. Alors, je suis d'accord qu'il y avait beaucoup d'ambivalence chez elle, puisque depuis 3 ans, elle est effectivement. Je pense que très honnêtement, un avocat va lui dire où est le problème, divorcer, puis c'est tout. Honnêtement. Mais il faut qu'elle se renseigne. On cherche complètement l'homme dans l'histoire. Mais finalement. Mais parce que cette situation est assez humiliante. Non, moi je trouve pas. Enfin, attendez, excusez-moi. Humiliant, ça veut dire quoi entre le mari qui se barre du jour au lendemain en laissant femme et enfants sans jamais donner signe de vie, et le gars qui repasse tous les jours, je suppose que quand même pour déjeuner, c'est pas si grave que ça, qui repasse tous les jours, qui taille les haies, qui fait le gazon. Si c'est ça la conception que vous avez du couple. Non, c'est pas uniquement ça. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que apparemment cet homme n'a pas abandonné réellement sa famille. Il s'occupe encore de ses enfants, d'après ce que j'ai compris. Elle l'a pas complètement nié d'ailleurs. Donc le problème, c'est un problème de elle couple, dit qu'il s'est plutôt comme un copain, quoi, vis-à-vis de ses enfants. Oui. Attendez, il y a d'abord, je vous signale, il y a quand même des tonnes de couples où ça se passe un peu comme ça, où il n'y a plus vraiment d'amour, je dirais, physique, et qui s'entendent encore relativement bien. Alors il y a moins de couples dans lesquels il y a une séparation de ce type-là, ça je veux bien l'admettre, mais encore une fois, juridiquement, je vois pas franchement. L'avocat va vous dire mais divorcer de ce monsieur puis c'est tout. Oui, mais voir de quoi elle peut avant de divorcer, il faut quand même qu'elle se renseigne aussi si ça la met pas de quoi elle peut bénéficier dans une situation précaire. Non, honnêtement, je pense que non, parce que la loi, elle est ce qu'elle est. On prend un avocat, l'avocat va dire, attendez, madame, il faut que vous vous occupiez de vous, on va réclamer une pension alimentaire correcte. Savoir si le type va la payer, c'est autre chose, mais la loi protège quand même d'une certaine manière les conjoints. La loi est faite pour ça. En fait, cette dame, elle a peur de perdre ses avantages matériels tout en voulant conserver son mari dans son lit. Si elle n'arrive pas à conserver son mari dans son lit, parce que je vous dis, c'est son problème, c'est pas... Je suis un petit peu brutal en disant ça, parce que je n'adhère pas complètement à ce que je dis, mais
faut quand Non, même mais je voir une comprends ce chose. que vous voulez dire. Oui. Mais néanmoins, le C'est fait... amusant que le mari téléphone en disant mais moi je viens m'occuper de mes enfants, je m'occupe de tout. Non, je c'est paye pas, les factures. c'est pas j'en sais rien. s'occuper de ses enfants. Enfin, je veux dire, J'en sais c'est rien. une Elle a conception quand même dit- elle a quand même particulière. dit qu'elle se- Non, elle a D'abord, quand même les dit qu'elle- enfants sont grands. Eh ben justement, par exemple, les enfants sont grands, donc je pense qu'effectivement, il y a un aspect. Elle se dit, bah oui, maintenant que les enfants sont grands, je peux pas réclamer une pension alimentaire parce que je m'occupe plus des enfants. Donc, qu'est-ce que je vais devenir? Ben, attendez, c'est son problème à elle. Les gens, ils ont aucun sens des responsabilités. C'est son problème à elle. Moi, elle divorce et puis après elle se prend en main. Alors, et il n'y aura pas forcément une perte de. Par exemple, ces histoires de maison. Bah, vous divorcez, la maison vous la vendez, la moitié va à l'un, la moitié va à l'autre. Oui, mais elle ne savait pas. Elle était assez ambivalente. Oui, c'est ce que j'ai trouvé. Dans aussi. cette situation. Oui, absolument. Néanmoins, bien évidemment, puisqu'il n'y avait pas de décision de prise. Néanmoins, quand vous dites que on est entre femmes et qu'on charge les hommes, là, je trouve que non. Je peux pas vous laisser dire ça. Non. Si vous écoutez, là, c'est à votre point de vue, là, un peu votre point de vue d'homme. Mais je vous assure qu'il y a des hommes qui m'appellent et qui parlent de. Vous avez le droit d'avoir votre point de vue, mais je vous assure qu'il y a des hommes qui m'appellent pour parler de leur situation conjugale et il y a des situations où c'est terrible. Bien sûr. Avec, vous voyez, les femmes peuvent être redoutables dans certaines situations. Je prenais un exemple un peu pris au hasard. Comme dit Brigitte, il n'y a pas que l'absence de relations sexuelles, c'est-à-dire que dans cette relation, il n'y avait plus de relations du tout, quoi. Plus d'affection, plus de projets communs. C'est ça, c'est-à-dire que comme vous dites, il y a des couples à un certain âge, c'est vrai qu'ils n'ont plus de relations sexuelles, mais Brigitte a raison, il y a quand même de la relation. Là, on avait l'impression qu'il y avait plus de relation. Et c'est vrai que finalement, quel sens ça a? Et c'est là où cet homme, à ne pas choisir, si tant est qu'il est une maîtresse, ce qu'il a dit à sa femme, bon, ça reste à prouver, mais en tout cas, pour elle, pour sa femme, et peut-être pour cette autre femme, à naviguer entre deux, je trouve qu'il fait un peu souffrir tout le monde dans l'histoire. Je suis un peu d'accord avec ça, mais quand même, cette dame pourrait elle-même choisir. Elle pourrait dire, c'est ce que je lui disais. C'est ce que je lui disais. Si finalement lui ne choisit pas, vous pouvez choisir. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc il y a quand même une solution, si vous voulez. C'est ce que je disais. Il y a une solution, c'est-à-dire que finalement, quand il y en a un qui choisit pas, à un moment, il faut pouvoir prendre des décisions. Mais très honnêtement, sur le plan juridique, si l'homme s'occupe de la maison, qu'il continue à payer les factures et autres, je pense que la dame aura du mal tout de même à avoir gain de cause. Honnêtement, quand même. Mais attendez, honnêtement, il y a des tas de gars qui fichent le camp sans même laisser leur adresse. C'est pour ça que je suis un peu étonné tout de même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi, je trouve que ce type est au contraire, il est assez remarquable. Ah non. Là, vous exagérez. Là, vous poussez la provocation. Non. Remarquable, non. Remarquable parce que je trouve que non. À pas choisir comme ça, à dire je suis chez moi et en même temps avoir une autre vie, peut-être une double vie. Non, il faut pas exagérer. C'est-à-dire qu'à un moment, il se sépare, il fait les choses clairement. À l'heure actuelle, les polygames, c'est un peu à la mode, Ça, c'est pas à l'heure actuelle, ça a toujours été. Vous savez, à ce moment-là, regardez les rois de France et tout, ils étaient plus que, il y avait déjà la polygamie. Mais attendez, il faut pas non plus remonter forcément aux croisades, mais à l'heure actuelle, effectivement, les gens développent des relations extra-conjugales qui sont de plus en plus admises dans la société. Enfin, je veux dire, on parle du polyamour, on parle des... je ne sais pas exactement ce que ça représente, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, n'empêche que ça existe quand même. Et moi je trouve que l'homme qui part avec une maîtresse et qui entretient correctement la première femme, c'est ce que j'appellerais un polygame. En tout cas, il y a un moment, c'est vrai qu'il y a un auditeur qui a appelé le Standard en disant qu'à un moment, cette dame avait quand même évoqué le divorce, et lui, il avait dit « ça ne m'arrange pas ». Ah, d'accord. Il avait dit, c'est ça, j'avais oublié. Voilà. On va accueillir, parce qu'il y avait eu beaucoup de réactions pour Mina. Je vous propose qu'on accueille aussi, il y a Jacqueline qui est avec nous, je crois, au 3921. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors moi je suis absolument effarée parce que je viens d'entendre.
Ce monsieur dit que juridiquement, l'avocat dirait, bon, écoutez madame, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous êtes entretenue, partez et c'est tout. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Cette dame, je crois avoir compris lorsqu'elle expliquait sa situation, ce qu'elle craignait avant d'engager un divorce, elle avait un peu peur des moyens financiers qu'elle aurait. Or, s'ils sont mariés sous le régime de la communauté, quand elle se présente à une avocate, la maison est partagée, la pension alimentaire est calculée en fonction du nombre d'années de mariage qu'ils ont passé ensemble et du nombre d'enfants qu'ils ont eus ensemble. Et si cette dame avait un salaire ou ne travaille plus pour une raison ou une autre, ou parce que son mari... Oui, Jacqueline, vous êtes là ou pas? Différence de salaire qui sera comptée dans sa pension. Et ça, c'est très simple. Elle prend ces informations-là dans un service juridique. Le service juridique lui explique exactement comment les choses vont se passer, quels sont ses droits, lui conseille un avocat, de préférence une avocate, qui s'occupe essentiellement des biens. Ah, ça va aller dans le sens de Louis. Mais là, je trouve ça absolument ahurissant. Ah bon? Excusez-moi, mais je trouve ça absolument ahurissant. D'abord, le simple fait de dire de préférence une avocate ou un avocat, ça n'a aucun sens. La loi, c'est la loi. La loi est la loi, elle s'applique à tout le monde. Mais oui, mais quand vous choisissez une avocate qui a la spécialité de défendre les droits de la femme et de l'enfant, croyez-moi, les choses se passent tout à fait différemment qu'avec un homme. Bon, ça je veux bien. Bon, ça je veux bien l'admettre. Mais je suis pas complètement non plus idiot, si vous voulez. Mais de toute manière, moi j'ai tout de même, en gros, entendu une femme qui nous disait, je suis pas heureuse du tout avec mon mari, ça va pas du tout, je peux comprendre les choses, j'ai pas envie de le quitter, finalement, parce qu'il m'assure du matériel. Attendez, est-ce que les gens n'ont pas, dans la vie, leur responsabilité propre d'assurer leur propre... Elle n'a pas dit vraiment j'ai pas envie de le quitter, hein. Elle n'a pas dit j'ai envie de le quitter, mais elle n'a pas dit j'ai pas envie de le quitter. Hein. Elle était ambivalente, mais elle disait pas les choses aussi clairement. Oui. Elle ne disait pas les choses aussi clairement. On entend les choses que l'on veut entendre. Elle les disait pas aussi clairement, ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs. Hein. Oui. Non, mais oui, pardon, Jacqueline. Oui. Elle n'osait pas entreprendre. Oui. Elle ne savait pas quoi faire. Elle le craignait un petit peu. Elle disait à un moment, bah oui, mais je n'ai pas d'argent. Ça veut dire quoi? Que lui donne de l'argent au compte-gouttes quand il en a envie? Mais non, mais attendez. Qu'est-ce qu'il vient entretenir le jardin? Mais il est drôlement gonflé de venir manger à midi chez elle. Non, mais attendez. Mais ça n'a rien à voir. Un avocat lui dira, mais monsieur, vous ne supportez plus votre femme, vous ne l'aimez plus. Bien, vous faites les choses proprement, vous partez, elle demande le divorce, et puis le tribunal jugera. Oui. Voilà, c'est un peu difficile la communication là. Bah oui, c'est difficile parce que ce que j'ai entendu. Non, il y avait des blancs. Il y avait des blancs. Maintenant, on a un petit souci technique. Non, Jacqueline, on a eu un petit souci technique. Louis a raison. Les femmes aujourd'hui ne supportent plus ça. Si elles savent leur mari vivant avec quelqu'un d'autre, elles s'en vont. Croyez-moi, c'est réglé rapidement. Eh ben, qu'elles s'en aillent. Bien sûr. Pourquoi elle ne le fait pas? Mais bien sûr, mais il ne faut pas qu'elle ait peur de demander ses droits et qu'elle aura des droits. Elle les obtiendra, ses droits. Et ça pense pas excusez-moi, madame, mais j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas tout à fait. J'ai eu l'impression dans la discussion avec cette dame que, en fait, elle ne voulait pas vraiment partir. Elle voulait pas partir parce qu'elle avait des craintes sur le plan financier. Elle avait peur, oui, je pense. Elle avait peur de ça. Elle se voyait complètement perdue et que lui avait la maison, son appartement, il vivait tranquille. Elle devait se contenter de ce qu'il y avait là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, mais je crois, Louis, je crois quand même que vous entendiez. Est-ce que vous avez entendu la tonalité, de la voix de cette dame? Il y avait beaucoup de choses dans la voix de Nina. Oui, exactement. Il y avait une espèce de grande lassitude. Il y avait, elle a dit, elle était très abattue. Elle dit, j'en ai pris plein. Elle était. Alors moi, je lui ai conseillé d'aller se faire aider. On entendait, il y avait les mots qu'elle disait. Peut-elle vivre ça?
Elle est partie en voyage, elle rentre, elle découvre que son mari a quitté la maison sans même la prévenir, sans rien dire. Même les enfants n'étaient pas au courant. Or, ce sont des adultes. Et malgré cela, il revient déjeuner et elle ne dit rien, elle accepte. Oui, mais attendez, excusez-moi. Moi, j'ai senti quelqu'un en souffrance, quand même. Attendez, bien sûr, attendez. Il faut lui laisser du temps, je crois. On la sentait accablée, quand même. Mais attendez, excusez-moi. Si on lui laisse du temps, je te comprends, mais lui expliquer malgré tout qu'elle a toutes les possibilités et toutes les chances pour elle de ne pas se retrouver démunie. Mais attendez. Elle ne sera pas démunie. Excusez-moi, madame, mais je crois qu'on se comprend pas très bien. J'ai dit exactement la même chose. Ce que je reprocherais, entre guillemets, à cette femme, c'est justement de ne rien faire. Mais parce que, justement, elle ne peut pas. Non, on dit pas la même chose. Attendez, je crois qu'elle peut pas, actuellement. Elle a quand même dit que ça faisait 3 ans que ça durait. Ce qui est quand même elle très ne peut pas. On vous dit que je crois qu'elle est dans quelque chose où on entendait non, elle ne veut pas. Je crois qu'elle ne peut pas. Je crois qu'elle est dans quelque chose où on la sentait. Moi, j'ai senti. Il y avait les mots qu'elle disait, et puis il y avait tout ce qu'elle ne disait pas. Je suis très sensible, évidemment, travaillant à la radio, aux voix, à la tessiture de la voix, à tout, au rythme, à tout ça. Et il y avait chez elle quelque chose. On sentait le poids, on la sentait écrasée, accablée. Cette femme. Oui, mais comprenez bien que c'est presque normal, ça fait 3 ans qu'elle dit ça. Ah oui, non, mais elle perdait... Je vous ferai remarquer que peut-être ça l'étouffe tellement qu'elle n'a même plus le courage aujourd'hui. Elle se sent bon, allez, on va accueillir, terminer avec... Mais, si vous voulez, moi je pense que si les gens ne prennent pas leur propre destinée en main, eh ben quelque part, c'est aussi un peu leur faute. Oui, mais monsieur, moi ce qui m'a frappé tout à l'heure dans ce que vous disiez, mais vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il entretient un peu le jardin, il peut venir manger. Bon, je crois qu'on a... Écoutez, excusez-moi. Non, mais on a dit, je crois que là, effectivement, malheureusement, vous ne vous entendrez pas parce que... Il y a eu, non, mais je crois que vous avez dit ce que vous avez dit, mais c'est effectivement, vous parlez pas, on s'entend pas parce qu'on ne tient pas le même discours. Alors, ça suscite, voilà, je reçois un message, vous voyez, je pense que c'est un homme, forcément, qui dit ça, parce que quelqu'un dit la femme est vénale par nature, mais le droit français donne toujours raison à la femme dans le divorce. Je suis assez d'accord avec ça. Au moins, là, non, comme ça, vous vous dévoilez. Le droit français donne... Alors, Fleur de Cactus dit, je pense que Nina devrait inviter un amant chez elle. Mina, pour inviter un amant chez elle pour équilibrer la situation. C'est de l'humour, bien sûr, mais ça fait du bien. Eva dit, ce monsieur, donc elle parle de Louis, oublie que par ses visites impromptues, Mina est tout simplement dans l'impossibilité de jouir d'une réelle intimité ou vie privée qui lui permettrait d'avancer et de refaire sa vie. Voilà. Et Coco dit bravo Jacqueline. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci à vous deux en tout cas d'être intervenus et d'avoir réagi au 3921 sur le témoignage de Mina. Au revoir. Alain Souchon, j'ai perdu tout ce que j'aimais. Un message d'Othello encore au 7 21 21 code de nuit pour dire et Othello qui est étudiant en droit et qui nous dit tout bon avocat vous dira que la fidélité est une des obligations du mariage. Elle bénéficiera d'une prestation compensatoire si elle demande le divorce. Et on va accueillir maintenant Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, je vous avais appelé tout à l'heure pour vous rappeler l'émission de l'année dernière, il y a à peu près 1 an. Il y a une auditrice qui vous avait téléphoné au sujet de la foire aux célibataires qui avait lieu à la Jeune Touze. Ah oui. Vous avez rigolé. La Jeune Touze, oui. Il y a la Jeune Touze en Vendée et j'ai vu qu'il y en avait dans les Charentes. Et c'était à ce moment de l'année? C'était oui, c'est en ce moment?
Ça devait être fin mai l'année dernière, il me semble. Ah, d'accord. Oh oui, on avait bien ri à ce moment-là. C'est vrai, oui, parce que, écoutez, c'est incroyable que un nom pareil. Pardon aux habitants de cette localité qui doit être charmante, mais faire une foire aux célibataires alors j'ai appris que c'était maintenant on dit Génétouze, mais à ce moment-là, moi j'avais pas les accents sur le courriel et j'avais Jeune-Touze. Donc franchement, c'était un peu particulier. Et après, il y avait une bataille effectivement entre la Vendée et les Charentes. Il y a deux localités qui ont le même nom. Voilà, c'est ça. Oui. Et vous habitez dans l'une ou l'autre? Moi, je suis de Vendée. Vous êtes de Vendée. Oui. Et vous êtes à côté alors Je suis à 10 km de la Génétouze. Et alors, vous y êtes allé à cette foire aux célibataires? Non? Non, jamais. Même pas par curiosité? Mais non, je me déplace pas facilement, j'ai la maladie de Parkinson. Ah oui, alors en effet, oui, ça c'est effectivement compliqué. Je me contente de vous écouter. C'est déjà merci d'être à l'écoute. Mais alors vous aviez passé un bon moment. Oh oui, rien que vous entendre rire. Ça vous avait amusé. Oui, mais c'est vrai qu'on avait. Je me souviens très bien de ce moment-là. Qu'est-ce que j'avais pu rire. Oh oui, alors. Mais je sais pas d'ailleurs. On n'avait pas eu de retour des auditeurs. Oui, moi j'ai pas oublié depuis un an. Oui, vous avez une excellente mémoire, Françoise. Mais je voulais dire, comme on en avait parlé à l'antenne, je ne sais pas s'il y a des auditeurs ou des auditrices d'Europe 1 qui sont allés à cette fameuse foire aux célibataires Génétouze. Et ça serait bien qu'ils nous appellent au 39 21 pour nous dire si c'est le cas, comment ça s'est passé, est-ce que par chance, ils auraient rencontré l'amour. Peut-être pour la prochaine fois. Peut-être pour la prochaine fois, exactement. Oui, c'est possible. Alors vous êtes à environ 10 km. C'est joli la petite ville, Génétouze en elle-même? Oui, parce que ça change beaucoup, tous ces petits villages. Ça se ressent? Oui. Il y a beaucoup de constructions nouvelles, il y a beaucoup de gens nouveaux qui arrivent dans la commune. On doit en parler beaucoup dans le journal là local. Je sais pas, j'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Non. Non, vous pouvez pas nous donner la date précise. Non, je peux vous donner de renseignements plus. Mais c'est fin mai, vous nous dites, Françoise. Oui. C'est fin mai. Bon, écoutez, je suis sûre que en nous entendant, en vous entendant, Françoise, on aura certainement des auditeurs pour demain. Il y a Georges qui nous dit moi je continue toujours à aller au vide-grenier du célibataire et toujours sans succès. Je vous embrasse, Françoise. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Au revoir, bonne nuit. Au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit à tous. Faites de jolis rêves et on se retrouve demain, bien sûr.